effectivement, la Fed va dire « je lève le pied, j'arrête de monétiser, j'arrête de stimuler parce que la machine commence à vraiment fonctionner toute seule. » Et si elle marche toute seule, fonctionne toute seule, on va avoir de l'inflation, et à un point tel qu'elle peut se dire « je suis obligé maintenant de retirer parce que j'en ai peut-être trop fait. » Et si j'en ai trop fait, là oui, les marchés risquent tout d'un coup de vraiment se paniquer, et là on peut avoir, à mon avis, un problème majeur sur les marchés. Pour le moment, on n'est pas du tout dans cette phase-là. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des réunions du comité monétaire de la Fed, le marché se dit « Ah oui, mais les États-Unis, c'est pas si mal. » Et comme c'est pas si mal, on a peur que du jour au lendemain, Ben Bernanke vienne dire « Bon, bah finalement, laisse entendre que ça suffit. » Et à chaque fois, il est là pour dire « Non, non, ça suffit pas. Pour moi, ça suffit pas. J'y vais, je continue. » Et a priori, on a Janet Yellen qui va prendre le relais l'année d'après, et donc a priori, il est également très colombe de ce côté-là. Donc le marché se dit, ouf, je peux encore y aller. C'est pour ça que je ne ferai pas un retournement brutal des marchés américains, ni des marchés dans leur ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, avec ce qui se passe avec Chypre et l'Europe, etc., à mon avis, on aurait dû chuter d'au moins 4 ou 5%. Facile, dans la semaine. Ça ne s'est pas produit. On a des retraits qui sont extrêmement mineurs par rapport à quelque chose qui est quand même extrêmement inquiétant, ne serait-ce que du point de vue symbolique. Donc, de ce côté-là, on montre bien, effectivement, je suis d'accord avec Romain, ce qui fait les marchés, ce sont les banques centrales, plus que la croissance économique. Alors, on revient sur les graphiques. Nicolas Suiffet, l'indicateur de risque peut se traduire à travers le Bund. Oui, voilà, pour compléter la réponse, effectivement, je suis d'accord avec Olivier, les marchés, de toute manière, actuellement, sont shootés à la liquidité complètement. Donc, on voit très bien que sur le marché, donc action, on a tous donné un petit peu notre vue. Et on voit bien le rebond, notamment les marchés américains qui sont très, très élevés. On voit bien aussi que le marché obligataire, il reste tout à fait attractif pour les investisseurs, malgré les rebonds techniques et les rebonds sur les marchés actions. On voit que le Bund, le graphique du Bund vient de s'extirper d'une grosse phase de consolidation et est reparti, en tout cas pour nous, dans une phase haussière qui devrait ramener vraisemblablement les rendements du Bund sur ses anciens points bas autour des 1%. Donc on rappelle à nos auditeurs que le Bund c'est le taux allemand à 10 ans. Hein. Voilà, c'est ça, oui, effectivement. Donc là, sur le graphique, vous voyez l'évolution des prix, donc effectivement qui sont inversés au rendement. Donc on attend une forte accélération suite à la validation d'une grosse phase de consolidation et du gap haussier qui est apparu en début de semaine après l'affaire chypriote sur le Bund, et donc qui devrait ramener vraisemblablement les rendements sur leurs anciens points bas autour des 1%, 1,10%, 1%, 1%10%. Donc voilà, pour compléter, effectivement, actuellement, les marchés sont vraiment shootés à la liquidité. Alors chez Trading Central, vous restez favorable aux valeurs financières? Alors, on reste encore favorable aux valeurs financières suite au retournement technique qu'il y a eu à l'été dernier, en juin 2012, à partir de juin 2012. On a eu une dévalidation chartiste assez intéressante en double creux. Donc là, on est dans une phase corrective suite notamment à l'affaire chypriote. Mais pour nous, en tout cas pour l'instant, ce repli technique des valeurs bancaires ne représente pas, ne constitue pas un vrai retournement de tendance baissière. Pour nous, on resterait encore à l'achat sur repli sur les valeurs financières. On privilégie tout de même les valeurs anglaises, notamment sur les banques anglaises, de type Standard Chartered, qui a une préférence chez Trading Central. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Attendez, excusez-moi. On va prendre la question qui est là-bas à gauche et puis après la personne suivante. Allez-y. Alors, les volumes, est-ce que le fait qu'on soit monté sans volume, est-ce que c'est un indicateur d'inquiétude? Alors, j'en avais parlé un peu dans le débat avec Romain. On s'apercevait que le volume n'était pas si médiocre que ça. Il n'est pas bon, il n'est pas très fort, mais il n'est pas nul non plus. Hein. Le volume, c'est monté surtout à l'occasion du 26 juillet. C'est surtout à ce moment-là qu'il y a eu l'explosion à la hausse et le redémarrage. Donc il y a eu une nouvelle secousse et hop, on est reparti. Le 26 juillet, c'est la déclaration de Draghi sur, les rachats de dettes indéterminés, illimités. D'accord. Et donc ça relançait un peu le mouvement à ce moment-là.
Bon, moi c'est comme ça que je l'anticipe. Le volume, on voit qu'à chaque fois que les chutes se font plus brutalement. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu normal, les chutes sont toujours plus brutales que la hausse, c'est vrai. Mais là, elles sont assez brutales et avec pas mal de volume. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a vraiment pas de volume à la hausse. Il y a un peu de volume, c'est faiblard. C'est faiblard. Bah, pourquoi? Parce que le marché européen n'intéresse pas grand monde, hein. Il monte doucement, etc. Bon, le volume appelle le volume, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosses perspectives, donc ça monte. Même si c'est pas négatif. Il faut regarder surtout, plutôt que la faiblesse du volume, c'est plutôt la variation du volume entre les hausses, les baisses, qui laisse supposer, parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants, un nombre limité d'intervenants, à moins qu'il y ait un autre flux d'intervenants, des étrangers qui arrivent, un autre flux, pour l'instant, sont peut-être plus intéressés par les marchés américains, ou les marchés ou Nikkei, comme tu disais tout à l'heure, et qui effectivement est pas mal orienté, donc plutôt que les marchés européens, Europe du Sud et France, etc., Eurostoxx et également médiocres. Donc, bon, ce volume, c'est plutôt cette variation-là, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment ce sentiment d'une montée comme ça dans le vent complète. Hein. Il faudrait vraiment une baisse du volume qui n'ait pas lieu pour l'instant. C'est médiocre. Je pense aussi que vous ne pouvez pas comparer les volumes d'aujourd'hui avec les volumes d'il y a 2-3 ans, parce que déjà, la place de Paris a perdu de la part de marché. Vous avez ensuite la taxe sur les transactions financières qui a un impact sur les volumes. Vous avez le développement de tous les produits dérivés, les CFD, et tous ces outils, les equity swap, etc., qui permettent finalement d'être exposés au marché action sans être investi en actions. Donc, vous ne pouvez pas comparer des volumes d'aujourd'hui avec des volumes sur le CAC 40 d'il y a 3 ans. Sans parler aussi de toutes les bourses alternatives, les MTF, les CHIX, Turquoise et toutes ces plateformes. C'est pas comparable. Le volume sur les hausses, sur les mouvements, les derniers mouvements, les 2-3 dernières années, surtout là, depuis 2010. Cette partie-là, toute la partie ici récente, là, ici. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt positif, parce qu'il y a peut-être pas mal de gens qui n'ont pas pris le train, qui ont encore du cash à investir. Il n'y a pas encore d'euphorie. Il ne faut pas dire ça. Non. Il y avait une autre question. Une dame qui voulait poser une question. Monsieur. Oui, des marchés émergents, tout ça, s'il vous plaît, Brésil, Asie. Alors, sur les grands indices émergents, Marc Daguerre voulait dire quelque chose? Oui, non. Alors, je ne vais pas vous répondre techniquement, parce que je n'ai pas en tête la plupart des indices des pays émergents, BRIC, etc. Je pense en revanche que si on devait trouver une raison fondamentale à croire en une reprise de la tendance haussière de fond, elle devrait venir des pays émergents. Je n'arrive pas à voir les choses autrement. Aujourd'hui, on est sur des zones qui sont clés et graphiquement, comme disait André, si on dépasse certains niveaux, notamment aux États-Unis, c'est pour partir sur un bull trend assez conséquent. Et il pourrait y avoir une redistribution économique au profit des pays émergents. Maintenant, c'est des contingences très complexes, notamment avec la Chine, qui pour l'instant n'a toujours pas décorrélé sa monnaie. Et à partir de là, tant qu'on n'a pas la réponse à ces questions-là, moi je ne me prononce pas sur la redistribution des cartes aujourd'hui. J'en ai aucune idée, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais si quelque chose devait arriver, c'est par là que ça pourrait arriver. Et effectivement, je pense que les pays émergents sont économiquement nettement plus sains aujourd'hui que les pays européens, en général, même les pays occidentaux. Alors, dans la liste de valeurs que vous nous aviez citée au moment de la table ronde, que vous appréciez, vous avez cité Casino, qui se comporte très très bien ces derniers jours. Est-ce qu'il y a encore du potentiel sur Casino? Oui, ça s'est bien comporté depuis qu'on en avait parlé. Je reste très prudent. De façon globale, là, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il faut parfois savoir dire... Bon, moi, je le fais du très court terme sur mon service de recommandation. Donc, quand j'avais parlé de Casino, c'était comme je vous l'avais dit, Romain, d'ailleurs, sur du très court terme. Je ne me prononcerai pas tant qu'on est dans cette balise-là, sur le CAC notamment, entre les 3006 à la baisse et qu'on n'a pas atteint cette zone des 4000. Voilà. Si les 3006 continuent de tenir et qu'on repart nettement au-dessus des 3008, oui, effectivement, je conserverai mes positions. Si on passe sous les 3006, non. Après, sur les valeurs au cas par cas, il y a quelques valeurs du secteur du luxe qui avaient l'air de bien tenir. Il y a une valeur que j'aime beaucoup moi aux États-Unis qui est McDonald's. Je pense que c'est une valeur qui
qui tient quelle que soit la conjoncture, qui est sorti d'un flag de long terme qui a duré pendant 1 an à la hausse et qui se porte pas mal depuis. Voilà, c'est effectivement une valeur sur laquelle je mettrais assez cher sans trop d'hésitation. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Monsieur. Sur les pays émergents, il y a quelques années, on parlait de l'égalité entre les pays BRIC. Il me semble avoir lu que l'Inde et le Brésil seraient en moins bonne forme à court terme. Techniquement, là, vous avez le Bovespa, donc on est clairement sur des gros niveaux. On est en bas de Canada. L'indice brésilien, Bovespa. Donc techniquement, c'est un bon timing pour payer en tout cas, puisque vous avez un range, un support horizontal et une trendline en renfort sur les 55 500 points. Après, il y a le problème de la devise peut-être. Voilà, c'est ça en fait. Le gros souci, c'est les problématiques toujours de FX, de devise. Et l'Inde, est-ce qu'on a l'indice indien? Je vais peut-être dire une bêtise, mais d'un point de vue fondamental, le Brésil, même si c'est pas ce qui va remettre en cause va quand même accueillir, je pense, et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus, dans les prochaines années. C'est aussi des facteurs économiques qui peuvent jouer en conséquence. Voilà. Alors l'Inde. Voilà l'indice indien. Bon, alors après, si on se rappelle que les indices sont composés de sociétés, les sociétés indiennes, ça fait partie des sociétés qui ont le plus fort taux de croissance dans le monde aujourd'hui. Donc, là, c'est pas très engageant comme graphique. Oh, c'est pas très engageant, je sais pas, je trouve que c'est une belle tendance haussière. Ah oui. Belle tendance haussière. Attends. Attendez. On va retourner t'as la tête à l'envers peut-être. Il faut voir d'où ça vient aussi. Attendez, ici on est en mois de juin. On a vu un peu avant au Caraïbes, on a vu un peu. On est d'accord, tout dépend horizontal. Enfin, si vous investissez en Inde, c'est pas pour faire le trader. Donc, si vous êtes sur une logique d'investissement à 3 à 4 mois minimum, allez pas me dire que le trend est négatif. Là, si tu prends. Moi, je ne regarde pas, mais si je prends les plus bas, les points, tous les creux, etc., que je sens cette tendance, ici, elle a été cassée. Alors, de là à dire que là, il y a un petit trend baissier. Après une tendance haussière, on n'a pas forcément une tendance baissière. Tout à fait. Sauf que là, on a un point haut plus bas que le point haut précédent et un point bas plus bas que le point bas précédent. Donc, c'est un début de tendance baissière. Donc là, on peut effectivement anticiper qu'il y a peut-être une correction à baisser, donc ça nous donne un objectif ici vers ce support-là. Après, on verra. Là, et puis là, on voit à peu près certainement une hausse en 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 5. Donc, a priori, peut-être une correction, et peut-être après, c'est pas mais pour l'instant, plutôt correction baissière. Pour ma part, c'est plutôt le bon moment pour payer et se retrouver dans le trend qu'on observe. 6600, on va regarder sur un temps plus long. On y voit plus loin. On va se mettre en hebdomadaire. Le problème, c'est la roupie. Bon, on va pas passer trop de temps sur l'indice indien. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Oui, j'aurais une question. En fait, c'est pas exactement une question, c'est je retourne un peu le problème. Bon, vous êtes dans l'ensemble pas exactement tout à fait optimiste, et je retourne la question à notre égard, c'est-à-dire à savoir la balle est dans notre camp, et comme nous sommes au salon du trading, nous devrions nous poser la question de savoir ce que nous on doit faire. Or, je m'aperçois ici, quand même, qu'on a un espoir de gain qui est relativement limité, au regard d'un risque de perte qui, lui, commence à devenir important. Et vous parlez du marché français, vous parlez de l'indice français? Non, de l'indice américain, notamment. Alors, l'indice américain qui est tout près du plus haut, est-ce qu'il y a un risque important avec un potentiel de gain limité? Qui est-ce qui veut répondre? C'est la bonne question. Olivier Angier. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que sur l'indice américain, si jamais il y a un vrai risque américain fort, effectivement, c'est que c'est tous aux abris.
effectivement, il faut tout lâcher, quoi. Effectivement, mettez-vous cash, et puis c'est tout. Bon, maintenant, je dirais que non, l'indice américain, il n'est pas techniquement, il est plutôt bien orienté. Maintenant que le potentiel de gain, dans le sens qu'il va exploser en 3 semaines, sans doute pas, mais que le risque soit très fort sur le marché américain, non, j'ai pas vraiment l'impression. Non, mais c'est pas tout à fait ce que je dis. Ce que je dis, c'est que est-ce que le risque est justifié par rapport à l'espérance? Et je dis que ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Moi, en l'occurrence, si je devais répondre à cette question fondamentale, qui est essentielle pour nous, apprentis traders, et ça, cette question-là, si je dois y répondre, je réponds que le risque pris ne justifie pas le gain. Est-ce que l'espérance de gain justifie la prise de risque? C'est pour ça que... Je vais rapidement. Sur le Nasdaq, oui, gros risque. Je ne paye pas le Nasdaq, gros risque. Si ça pète, on voit que ça faiblit, il suffit de 3 fois rien, à mon avis, et derrière, c'est lourd. Même avec Apple Même avec Apple, oui. Apple, je l'ai donné en... Non, mais aujourd'hui, lundi, qu'est-ce qu'on fait lundi? C'est sa question de monsieur. Qu'est-ce qu'on fait lundi? Vous avez ici le Nasdaq 100, qui est composé des 100 plus grosses capitalisations valeurs technologiques américaines. Vous êtes dans une belle tendance haussière. Admettons que ce graphique soit un graphique 5 minutes. Parce que là, pour regarder un graphique en données hebdomadaires, admettons que ce soit un graphique 5 minutes. Vous avez une tendance qui est clairement positive et vous avez ce qui s'appelle une phase d'accumulation. En gros, on oscille horizontalement. Vous avez les acheteurs, les vendeurs. Personne n'a raison, personne n'a tort. Aucun objectif est atteint, aucun stop n'est touché. C'est ce genre de situation, c'est la théorie des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger se resserrent. Qu'est-ce qui se passe? On accumule. Après ça, vous avez une hausse de la volatilité. Quand on sort des bandes de Bollinger, quand on sort d'un trading range, d'une phase d'accumulation, vous avez une hausse de la volatilité. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec vous, en tout cas sur par exemple le Nasdaq 100. Votre timing est potentiellement très bon, parce que contrairement à André, mon opinion à moi, c'est que le Nasdaq 100 va sortir par le haut de ce trading range, et que la zone qu'on teste actuellement autour de 2800 points, c'est finalement la résistance du dessus qu'on est actuellement en train de tester maintenant, parce qu'il n'y a plus grand monde. Il y a une lutte entre les acheteurs et les vendeurs qui correspond finalement à un test des récents plus hauts, des plus hauts historiques, pas les plus hauts historiques, mais des récents plus hauts. Il suffit que Apple, qui quand même se paye aujourd'hui 8 fois les bénéfices, c'est-à-dire rien compte tenu du cash qu'elle a à la banque et de la croissance de son chiffre d'affaires, il suffit que que Apple reprenne 5 à 10%. Et puis ça y est, le Nasdaq 100 sort par le haut et vous avez devant vous une hausse de la volatilité avec un début de tendance. Donc en tout cas sur le marché américain, vous pouvez attendre éventuellement l'issue chypriote avant de vous positionner, mais dès que vous avez une visibilité sur à peu près comment cette histoire va se terminer, et dans le pire des cas vous aurez du dollar plutôt que d'avoir de l'euro en investissant sur le marché américain, eh bien vous avez un très bon timing, c'est un très bon point d'entrée pour se positionner. Et si je peux compléter justement la réponse, justement sur Apple par exemple, vous avez justement actuellement un rendement espéré par rapport à votre risque qui est tout à fait à votre avantage. Donc ça, pour compléter la... Non mais... C'est pas ce que disait André tout à l'heure. Ah non, après, je suis pas tous d'accord. Heureusement qu'il y a des acheteurs et des vendeurs, sinon il n'y aurait pas de marché. Explique plus ce que tu appelles ton ratio risque-rendement qui est favorable. Parce que ça dépend, évidemment, si tu donnes des objectifs très favorables pour Apple et par rapport à ton risque. Ça veut dire qu'on considère que la baisse qu'on a eue depuis les 700. Non, mais ça veut dire que c'est en fonction de ta réflexion, je veux dire, oui, mais tes prévisions, pas forcément. Pourquoi ce que disait monsieur, c'est qu'on était proche d'une résistance très, très importante sur les indices qui empêche d'acheter juste dessous la résistance. Alors que sur Apple, on est plutôt proche de support. On revient sur des zones de support. Je l'ai sur mon graphique ici. Avec un potentiel à combien? Avec un potentiel de hausse de 20%, ce ne serait pas étonnant. En tout cas, en ce qui nous concerne. D'accord. Donc c'est le scénario trading central sur Apple, un net rebond de l'action qui sortirait d'un trend baissier. Il y a un poids considérable dans la 10 Nasdaq 100. Oui, en plus. Chez Zone Bourse, on vient de rentrer la valeur dans notre portefeuille. On a donc mis notre trésorerie dans des actions Apple. Alors, juste pour clarifier quand même, on était là dans un concurrent revenu, un petit concurrent Figaro.fr, je crois Figaro Capital.
etc. Et là, eh ben, je donne, l'objectif c'est 300. Pour moi, eh ben, donc la valeur à peu près divisée par 2 et objectif 300. Donc là, ça s'est bien passé, c'était au mois de novembre 2012. Donc petit rebond, j'ai donné petit rebond et derrière baisse jusqu'à 300. Pour l'instant, ça se passe à peu près comme ça. Est-ce que là, on voit que la deuxième baisse, effectivement, elle fléchit un peu tout de suite ici. C'est ce que je disais tout à l'heure ce matin sur les valeurs techno. On a une possibilité de rebondir un peu sur 500 et après, à nouveau, poursuite de la baisse. Donc moi, je reste pour l'instant plutôt baissier. À anticiper un gros rebond, pour l'instant, je ne le vois pas. Je vois une faiblesse de la baisse pour l'instant, une petite consolidation, mais derrière, je reste baissier. Allez, on prend une question au balcon, là. Oui, il y avait une question par là. Oui, madame, monsieur, je ne vois pas. Oui, Monsieur, allez-y. De l'OAT. Alors, on a parlé un peu du Bund quand même. Alors, est-ce que l'OAT est corrélé fortement au Bund? Hein? Pour le moment. Pour le moment, oui, voilà, c'est ça. Allez, on prend une dernière question. Oui. Alors, sur l'or, il y a Franck qui est très baissier, les vagues d'Elliott. Pour l'instant, alors sur les vagues d'Elliott, ouais, on pourrait faire plein de décompositions. Pour l'instant, il y avait surtout celle ici. A priori, tout ce qui est plat, globalement, tout ce qui est plat horizontal, ce sont des vagues 4. Globalement, c'est des vagues 4. Si on veut rester dans la théorie Elliott, alors tout peut se produire sur le marché. La décomposition Elliott ne se produit pas tout le temps, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais sauf données particulières, accidentelles sur l'or, est-ce que Chypre c'est vraiment une donnée? Non, pas tellement. Est-ce que d'autres, etc. Là, on est depuis un an et demi, 2 ans, on est sur une zone de consolidation. Tout le monde l'a vu. Moi, j'achète si ça passe 1810. Donc pour l'instant, je vais vous zoomer un peu comme ça. Donc ici, moi j'ai une phase de consolidation, j'attends. Évidemment, si ça casse la zone des 1524, je suis pas à 1560 de zone bourse, je suis plutôt à 1524 en dessous, voire 1500. Il peut y avoir un fritement, mais je suis pas très baissier derrière, et plutôt aussi. Donc c'est plutôt la fin de la vague 4 avant reprise de la hausse. Mais pour l'instant, pareil, avant l'heure, c'est pas l'heure, faut pas se... je vous le dis, répète souvent, ne vous sentez pas coupable de ne pas être dans le marché. Donc là, pour l'instant, ça stagne, ça veut dire il ne faut pas être dedans. Il ne faut pas être dedans, il faut attendre un petit peu, il faut attendre un peu que ça casse vraiment à la hausse ou que ça casse un peu à la baisse. Et là, sur le court terme, peut-être jouer un petit peu la poursuite du mouvement baissier, peut-être venir flirter avec les 1524, pardon. Mais bon, voilà, c'est plutôt une vague 4 de consolidation avant poursuite de la hausse. Pas non plus la démonstration, enfin la décomposition que vous avez donnée Mostafa l'année dernière avec des niveaux de 5000 ou 10 000 l'or. Il y a un débat qui est prévu sur l'or demain. Tout à fait. Monsieur, vous vouliez poser une question? Oui. Attendez. Après. Sauriez-vous nous expliquer comment le QE3 maintient les marchés? Le mécanisme qui fait... Alors on sort de l'analyse technique là. Hein. Olivier, comment le QE3 maintient les marchés? Il maintient les taux, quasiment à zéro. C'est l'objectif principal, c'est de maintenir les taux d'intérêt aux États-Unis à zéro. Donc les placements sans risque ne sont pas rémunérés. Donc il faut prendre du risque pour avoir de la performance. Et donc ça conduit à des flux vers les actions. Oui, en plus de ça, vous avez un achat permanent, là, 85 milliards tous les mois, en fait, de tout ce qui est émis, comme sur les bons du Trésor, de telle sorte que les taux longs, parce que c'est l'objectif de la Fed, c'est de comprimer les taux longs au plus bas possible, enfin vraiment cadeau, je dirais, de telle sorte que ça a un effet, un impact très fort, ne serait-ce que pour faire remonter l'immobilier, et pour que l'immobilier devienne plus accessible. Et donc c'est ce qui est un peu en train de se passer aux États-Unis. Ça fait partie du pari de la Fed. Il faut qu'il y ait plus d'emplois, il faut faire repartir l'immobilier. Il faut surtout, c'est très important, c'est qu'en 2008, la crise de 2008 a créé ce que moi j'appelle un trou noir. C'est-à-dire que ça a créé une destruction massive de richesses. Et en fait, un effet de déflation colossal, absolument colossal.
et que la recréation par les banques centrales de monnaie qui fait hurler, qui fait brailler tout le monde. Mais si vous comparez la destruction de richesse qu'il y a eu à ce moment-là par rapport à ce que les banques centrales ont fabriqué comme monnaie depuis, c'est ridicule par rapport à la destruction de richesse qui s'est produite. Et il fallait que les banques centrales refabriquent au minimum une partie de cette richesse. C'est en train de se passer aux États-Unis, entre des indices qui retrouvent leur plus haut, un immobilier qui repart, mais si vous regardez les courbes, on est encore en bas, mais on est dans une jolie début de courbe haussière. Et tout ça fait que vous avez un effet richesse artificiel, c'est entendu, on peut dire ce qu'on veut, mais vous avez un effet richesse qui est indispensable pour que l'économie reparte. Ce qui se passe en Europe, alors en France plus que partout, on en est tous victimes, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que demain, les gens riches deviendront à peine aisés, les gens aisés deviendront pauvres, et les pauvres, je ne sais vraiment pas où ils iront. Bon. Mais voilà. Merci à tous, à bientôt. Merci. Merci. C'est le cas où